Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. L'opérateur Orange a lancé la 4G, vous le savez, et c'est ici à Marseille où nous nous trouvons que ça se passe. Et à cette occasion, ici même à Marseille, donc, nous avons rencontré Stéphane Richard, le patron d'Orange. Il répond tout de suite à nos questions dans un entretien exclusif. Stéphane Richard, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour la chaîne Techno pour essayer de brosser quelques-uns des gros sujets liés aux télécoms. Nous sommes ici à Marseille donc pour le lancement officiel, on va dire, de la 4G. Alors, juste pour tous ceux qui sont nuls en 4G, il y en a encore quelques-uns. Qu'est-ce que c'est que la 4G ? La 4G, c'est la nouvelle génération de téléphones mobiles qui va permettre, avec des bandes de fréquences différentes, des terminaux aussi différents, d'augmenter d'un facteur 10 les débits crêtes qu'on peut acheminer sur des réseaux mobiles. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 150, voire 150 mégabits par seconde de débit sur les réseaux mobiles. Donc, ce qui veut dire concrètement que tout ce qui est Internet en mobilité, accès au site Internet, téléchargement de fichiers un peu lourds avec des images, télévision en mobilité, tout ça va être amélioré spectaculairement par la 4G. Alors malgré tout, c'est un départ petit à petit. D'abord uniquement pour les professionnels et puis pour l'instant uniquement dans une partie de Marseille. Quel sera le déploiement de la 4G en France ? Alors, ce que nous avons prévu, nous, c'est d'ouvrir 3 villes, peut-être 4, en tout cas 3 grandes villes sûres d'ici la fin de l'année 2012, complètement équipées, Marseille, Lyon et Nantes. Et de poursuivre le déploiement en 2013 avec 12 villes supplémentaires et d'arriver à 50% de couverture en 4G mi-2014. Et Paris, c'est pour quand ? Paris, écoutez, pour Paris, nous on aimerait beaucoup accélérer aussi sur Paris parce qu'à l'évidence, Paris a besoin de la 4G et tous les utilisateurs à Paris sont nombreux attendent la 4G. On a un problème de mise en place des antennes. On a un problème dans certains cas de conservation des antennes. Oui. C'est-à-dire qu'on a face à nous des gens. Je ne mets pas tous les élus de Paris, naturellement, je ne parle pas de... Bon, on sait bien qu'il y a aussi une diversité. Donc il y a un certain nombre de responsables qui nous demandent de retirer des antennes. Et donc on est vraiment là dans la dégradation de la qualité de service. Et ensuite, on a un problème de puissance d'émission des antennes. Il y a un débat, depuis déjà un certain nombre d'années, sur la réduction de la puissance d'antenne, de la puissance d'émission des antennes. Alors, donc, si vous cumulez tout ça, que vous êtes face à des responsables qui vous veulent moins d'antennes et des antennes moins puissantes, chacun comprend qu'au bout du compte, la qualité de service va être très dégradée. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est comme pour la 3G, il y a un peu une course-poursuite entre le réseau et les terminaux. Et donc, c'est bien d'avoir des réseaux, encore faut-il avoir des terminaux qui permettent de les utiliser. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais ça arrive. Là, aujourd'hui, tout le monde en fabrique. Donc, Samsung a aujourd'hui déjà et va avoir de plus en plus de smartphones compatibles avec la 4G LTE. Les autres fabricants sous Android, HTC va en faire. Alors, il reste le sujet Apple avec l'iPhone. Justement, Stéphane, on voulait vous poser la question, est-ce que l'iPhone 5 sera 4G ? J'ai peur que non. Ah ! J'ai peur que non. Il sera 4G américain. Malheureusement, on n'utilise pas les mêmes bandes de fréquences. Donc, c'est pas sûr. Je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Je ne veux pas parler surtout à la place d'Apple. Je suis bien placé pour savoir que c'est dangereux. Donc, mais j'ai peur que ça ne soit pas le cas et que ça ne soit pas sur leur roadmap d'avoir mis la 4G européenne dès cette année 2012. Parce que donc ils vont être un petit peu en retard sur le calendrier vis-à-vis de leurs concurrents. Parce qu'on voit Samsung est plutôt agressif sur la 4G, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être. C'est peut-être pour ça que finalement, ils vont quand même le faire. Je ne sais pas, moi. J'ai dit aux dirigeants d'Apple, à Tim Cook, que j'ai vu il y a quelques temps, et que c'était important pour nous d'avoir vite un iPhone 4G LTE européen. Je crois qu'il a bien noté ça. Est-ce qu'on l'aura pour la fin de l'année ? Je ne peux pas le certifier aujourd'hui, mais à coup sûr, on l'aura le coup d'après. Alors justement, il y a une espèce de frénésie autour d'Apple. Vous côtoyez les dirigeants d'Apple de manière très très rapprochée. Comment est Tim Cook ? J'imagine que vous l'avez rencontré. C'est quel genre de personnage ? C'est un homme pas très expansif. C'est plutôt un taiseux, comme on dit. Il ne parle pas beaucoup, il écoute beaucoup. Il a un contact agréable. Moi, je l'ai connu, il n'était pas encore le patron d'Apple, il y avait Jobs. C'est bien de l'avoir connu avant et de continuer, faire sa continuité, parce qu'on a noué une relation personnelle avant. C'est quelqu'un avec qui il est facile de parler, qui est très opérationnel, qui comprend les problèmes des autres. Il a peut-être moins le côté visionnaire
légèrement dogmatique quand même, mais génial qu'avait Jobs. Il est plus un peu dans le concret, dans la réalité. Bon voilà, voilà comment je le caractérisais, mais c'est quelqu'un de très agréable dans le contact, très, très chaleureux, très, très sympathique. Stéphane Richard, quelles sont vos relations avec Free aujourd'hui et où en est l'idée qui avait été évoquée d'une mutualisation des réseaux? Alors, nos relations avec Free sont des relations de concurrence acharnée sur le marché du détail, total. Et elles sont par ailleurs les relations d'un partenaire loyal sur l'itinérance. Puisque nous, on a décidé de le faire et on est comme ça, quand on décide de faire quelque chose, on l'assume jusqu'au bout. Et donc, moi, je mets un point d'honneur à ce qu'on soit un partenaire loyal dans l'itinérance vis-à-vis de Free, ce qui est le cas. On se tape dessus, excusez-moi, mais bon, pour conquérir quand même le consommateur final. Hein, et moi, j'aime pas quand Free nous pique des clients. Et je fais tout pour essayer de les récupérer ou de ne pas les perdre. Et en même temps, c'est notre partenaire dans l'itinérant. Donc, on gère un peu cette duplicité. Je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours. Mais bon, à part ça, je pense qu'il y a aussi, je dirais, une certaine estime réciproque entre les dirigeants. Ce qui est quand même toujours quelque chose d'important. Toujours quelque chose d'important, ça facilite les choses. Et la mutualisation? La mutualisation, c'est un sujet ouvert. Moi, j'ai eu l'occasion de dire que je pensais que la nouvelle donne dans le téléphone mobile en France, avec le 4e opérateur, devait relancer ou ouvrir le sujet de la mutualisation des réseaux. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens, l'économie nationale, de supporter vraiment 4 réseaux pleins de téléphonie mobile avec les investissements énormes que ça représente. Est-ce qu'à votre avis, il y aura une concentration forcément dans les années qui viennent? J'observe que partout en Europe, la consolidation et la réduction du nombre d'opérateurs est un phénomène qu'on peut observer un peu partout. Je ne dis pas que c'est encore fait, mais en tout cas c'est en cours. Donc il n'y a pas de raison de penser que ça n'arrivera pas en France un jour. Là, évidemment, là on est complètement à contre-cycle puisque c'est l'inverse, on a un opérateur de plus. Donc il faut un peu de temps pour que tout ça se dessine, mais on ne peut pas écarter cette possibilité, certainement pas. Alors peut-être encore une petite question technique sur la 4G, parce qu'on sait que Free Mobile fait ce qu'il peut dans le domaine de la téléphonie mobile, mais ils sont assez malins. On sait que Xavier Niel est quelqu'un d'assez malin. Il se murmure que le réseau WiMax qu'il a au niveau français pourrait servir, s'il y a, on va dire, une espèce de déréglementation au niveau européen, justement, à offrir de la 4G à tous les abonnés Free, en transformant ces fréquences WiMax en fréquences 4G. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, mais il semblerait qu'il y ait ça dans un coin de la tête de Xavier Niel, le PDG de Free. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous laisserez faire et vous êtes véritablement contre cette vision des choses? Bon, écoutez, non, je ne vais pas être contre. D'abord, je pense que techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, puisque y a plusieurs sujets là qu'on évoque en les effleurant. Il y a le sujet du WiMax, il y a le sujet du Wi-Fi communautaire, qui est l'utilisation en gros des box au domicile des gens pour constituer un réseau auquel les utilisateurs peuvent s'accrocher en mobilité. D'ailleurs, vous allez le lancer quand officiellement, ce réseau de On Wi-Fi a déjà communautaire? un Wi-Fi communautaire, nous. Mais avec les box des utilisateurs? Avec les box des utilisateurs, ça fait partie clairement de notre roadmap aussi. Et c'est une grandes thématiques de Free qui a dit d'ailleurs souvent qu'ils allaient en quelque sorte pallier un peu l'insuffisance de couverture qu'il a leur en faisant du Wi-Fi communautaire. Donc c'est un des leviers, mais c'est un sujet différent de WiMax encore. Bien sûr. Donc prenons garde aux problèmes techniques. Je ne vais pas être trop long, mais en mobilité, la grande difficulté, c'est ce qu'on appelle le handover, c'est-à-dire la possibilité de poursuivre un appel, une communication ou un transfert de données en changeant de cellule. Après ça, il y a les questions de régulation. Moi, je renvoie toujours la responsabilité du régulateur. C'est à lui de, je dirais, définir les règles d'une compétition loyale entre les gens. C'est tout. Et donc, si les décisions du régulateur ne confèrent pas à l'un des acteurs un avantage particulier injustifié ou illégitime, il n'y a aucune raison de s'y opposer. Alors, encore une fois, une question sur les usages. On parle énormément de NFC, de paiement sans contact depuis des années. Il y a des expérimentations qui sont faites un peu partout, à Nice notamment. Malgré tout, ça décolle pas. On en parle, mais on ne voit pas vraiment les terminaux arriver. Une volonté forte des opérateurs de se lancer là-dessus, payer avec son mobile, etc. Qu'est-ce qui fera que ça va se déclencher? Apple qui arrive avec un téléphone compatible, ou alors une volonté de votre part d'y aller encore plus vite? Et à votre avis, quand ça va décoller? Bon, le sujet du NFC n'est pas un sujet technologique. La technologie, on la connaît, on la maîtrise. Oui, elle marche depuis de nombreuses années. Oui. Ça n'est pas non plus un sujet de terminaux. Car aujourd'hui, tous les grands fabricants de terminaux et les fabricants de puces font du NFC. Sauf Apple. Apple va y venir.
va y venir, et en tout cas tous les autres en font. Donc ça n'est pas un problème industriel, le NFC. Le NFC, c'est un problème de construction d'écosystèmes très complexe pour que les services permis par le NFC voient le jour. Donc vous parlez de la banque. Chacun voit bien que pour qu'on fasse vraiment du mobile banking, de la banque à partir de son contact, il faut mettre autour de la table et trouver des accords avec tout un tas de gens. Les opérateurs, certes, les fabricants de terminaux, ça c'est pas le plus difficile, c'est surtout les banques. C'est surtout les cartes de crédit. Pourquoi? Parce que tout le monde veut sa part du gâteau et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord là-dessus? Parce que c'est pas que de la technologie, il y a aussi un modèle économique derrière qu'il faut inventer. Alors ça bloque, ça prend du temps, mais ça va arriver, c'est le sens de l'histoire. Je suis convaincu que ça arrivera, c'est le sens de l'histoire. Ça apportera d'abord une simplicité dans la vie quotidienne des gens. Ça permettra beaucoup de sécurité aussi, on ne le dit pas assez, mais le NFC, c'est beaucoup de sécurité en plus. Parce que en gérant toute une série de fonctions sur un téléphone mobile, si vous égarez votre téléphone mobile, si on vous le vole, on est capable de préserver le contenu grâce au cloud en temps réel et de vous fournir très très rapidement un terminal de rechange. Quand vous perdez votre portefeuille à le bout de la terre, vous pouvez être très 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 ennuyé. Le jour où vous perdez votre téléphone, grâce au cloud et au NFC, vous récupérez toutes les données. Vous aurez très facilement la possibilité de vous retourner. Donc c'est plus de sécurité, c'est beaucoup plus de simplicité. Mais à quel horizon, à votre avis, ça va décoller en France? Ça prendra plusieurs années. Clairement, ça prendra plusieurs années. Nous, on a décidé de constituer une équipe spécifique là-dessus, qui s'appelle Smart Cities, et qui a pour objet de creuser avec tout un tas de partenaires tous les sujets qui sont liés au NFC dans les villes, d'où son nom, les services citoyens, la culture, la billetterie électronique. On a déjà des accords avec des grands stades, le Stade de France par exemple. Toutes les générations des stades de 2016, de l'Euro 2016 en France, devraient être NFC. Voilà, donc c'est un mouvement qui est en marche, mais c'est clair que ça prendra du temps. Stéphane Richard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, j'ai encore une question sur la Livebox, mais bon.